Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties de février, donc vous m'excuserez d'avance pour cette luminosité absolument détestable. On est au mois de février, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un mois de novembre et que plus ça va, moins ça va, donc écoutez, on fait avec ce qu'on a. Donc j'espère que vous y verrez quand même assez clair. Quoi qu'il en soit, j'ai 20 livres à vous présenter aujourd'hui qui sortent en février, donc on commence tout de suite avec les suites de séries. La première suite dont j'avais envie de vous parler, c'est plutôt un tome compagnon, il s'agit de The Fake Out de Stephanie Archer, qui est donc le tome 2 dans la série Vancouver Storm. Dans ces histoires d'amour, nous suivons donc une équipe de hockey. Donc dans le premier, on suivait une assistante à domicile qui finalement allait se retrouver à bosser pour un crush de jeunesse, mais apparemment qui était pas forcément quelqu'un qui était extrêmement sympathique. Et là, dans ce numéro 2, on va suivre une toute autre histoire, on va suivre l'histoire de, je vous redonne son nom, de Hazel, qui est en fait la kiné de l'équipe du coup de Vancouver, donc de hockey de Vancouver, et qui se dit non mais je vais rester hyper concentrée, je veux absolument pas tomber amoureuse, etc. Mon boulot c'est d'être kiné de l'équipe. Malheureusement, elle va tomber dans l'équipe sur son ex qui était ultra toxique, donc elle est un petit peu dégoûtée. Lui en plus est totalement convaincu que la nana est toujours amoureuse de lui. Évidemment, j'ai envie de dire. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander du coup à un coéquipier de ce type-là de jouer en gros son petit ami. Donc c'est une histoire de fake dating, c'est les histoires que moi je préfère, je trouve ça tellement drôle. Donc on va voir ce que ça donne. Il faudrait déjà que je lise le numéro 1, je ne vous cache pas. Mais voilà, ce numéro 2 me fait tout aussi envie que le 1, pardon. Et en plus de ça, j'ai vu passer ce livre sur beaucoup de chaînes américaines et les filles disaient que vraiment c'était très très cool cette série, donc il y a de grandes chances que vous la voyez passer bientôt. Dans un tout autre registre, le 12 février sortira Un royaume si maudit de Stasia Stark qui sortira aux éditions Corrigan. Je vous ai déjà parlé du coup du tome 1 puisque je l'ai lu en décembre et que ça a été une super bonne surprise, j'ai passé un trop bon moment. Du coup dans cette histoire, on suit une jeune femme qui se prénomme Priska, qui est dans un royaume, vous savez, où on vous prend votre pouvoir à la naissance et ensuite on vous en redonne une goutte quand vous avez genre 25 ans, mais que si on se rend compte que finalement vous aviez gardé un peu de votre pouvoir, je vais y arriver, de votre pouvoir, on vous assassine, vous et toute votre famille. On adore, et donc nous évidemment on va suivre Priska dans ce monde là qui a gardé son pouvoir, on sait pas trop comment quoi, et qui forcément se retrouve traquée par le royaume et par les gardes du royaume et qui donc va finalement prendre en main son destin d'une façon qu'elle avait pas du tout anticipée puisque elle pensait un jour fuir le royaume, se cacher et vivre finalement une vie très tranquille loin de tous. Et c'est clairement pas ce qui va lui arriver. Donc franchement, le 1 était trop cool, elle va vivre 1000 aventures, dans le livre il se passe tonnes de choses, on arrive à la fin, on fait what? Donc vraiment, moi j'ai très très hâte de lire la suite, je suis trop contente qu'il sorte si tôt parce que vraiment je pouvais plus attendre, j'étais à deux doigts de le lire en anglais. Donc voilà, c'est une romantasy, c'est pas l'intrigue, on va dire, de l'année, mais franchement c'est efficace, c'est addictif, c'est bien écrit, ça se bouffe tout seul, donc écoutez, n'hésitez plus. Toujours dans les suites, du coup, le 19 février sortira L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre, qui est donc de Carissa Broadbent, c'est le tome 3 dans la série Les Couronnes de Nyaxia. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, du coup, les Couronnes de Nyaxia, ça fonctionne par duologie, donc à chaque duologie, on va suivre un couple. Donc dans le tome 1, on suivait l'histoire de cette jeune femme, dont je ne me souviens plus le prénom parce que vous me connaissez, je me souviens jamais comment il s'appelle, mais qui était une humaine qui se retrouvait en fait envoyée dans un espèce de tournoi hyper sanguinaire avec des vampires pour demander du coup à Nyaxia, la déesse, de lui accorder un vœu qui était celui de devenir le bras droit de son père qui était le roi des vampires. Toute une histoire, évidemment elle va rencontrer un vampire, ils vont tomber amoureux et blablabla. C'était trop bien, franchement moi Carissa Broadbent c'est trop bonne découverte de l'année 2024, donc forcément j'ai trop hâte de lire la suite. Donc là le 19 sortira du coup le tome 3 en papier si je me trompe pas, je sais plus si c'est en papier ou en e-book parce que Bookmark ils ont tendance à sortir les e-books avant. Je me demande s'il n'est pas déjà sorti l'e-book, mais bon, peu importe. En tout cas, notez la date du 19 février parce que vraiment, moi j'ai trop hâte de commencer cette nouvelle duologie puisqu'on va suivre du coup un personnage secondaire qu'on avait suivi un petit peu dans les 2 premiers tomes, qui est une jeune femme hyper intéressante, hyper solaire, etc. mais qui a l'air d'avoir une histoire personnelle hyper traumatique. Et donc du coup j'ai très très hâte de voir comment cela va être traité, surtout que évidemment c'est encore une duologie et qu'évidemment il y a encore une histoire d'amour, donc on a hâte.
Sortira également le 19 février La Danse de l'épée, c'est le tome 2 d'Ombre et de Couronne de S.M. Gaiter qui est sorti aux éditions Bookmark également. Donc le premier tome c'était Le Chant des Marqués, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé puisqu'il est dans ma palle du coup pour février, c'est un livre qui me fait énormément envie mais que pour l'instant je n'ai pas encore acheté parce que j'hésite encore, je vous l'avoue. J'ai vraiment hâte, comme je vous disais, de lire un petit peu le résumé, enfin pas le résumé mais les premiers chapitres du coup avec l'extrait téléchargé qu'on peut se procurer sur Amazon. Et comme ça je verrai si le style d'écriture me plaît, puisque c'est vraiment ça qui me fait un petit peu peur. Parce que pour le coup l'histoire elle a l'air très très cool puisqu'on suit une jeune femme dans un royaume assez enclin voilà à la guerre, avec des créatures horribles etc et tout, qui doit un jour finalement faire une mission pour le roi afin de récolter pas mal d'argent qui lui permettrait du coup de payer le traitement de son mentor. Et donc elle va s'engager comme ça dans une quête puisque le roi en fait la mandate d'aller voir pourquoi au fin fond du royaume de plus en plus de créatures se réveillent et tout. Est-ce que ce serait pas le signe que les dieux reviennent pour martyriser les humains ou que il y a un nouveau mal qui va s'étendre sur le royaume. Donc franchement ça a l'air trop cool, franchement c'est le genre de choses qui me plaît parce que c'est des quêtes etc et tout et qui a un côté un peu héroïque comme ça qui peut vraiment me passionner. Mais je sais pas, j'ai un petit doute en fait, donc du coup voilà, comme je vous disais, je lirai du coup probablement le tome 1 en février et là le 2 sort du coup le 19, donc franchement c'est trop cool parce que si c'était bien, je pense que je vais peut-être enchaîner. Et pour finir avec les suites, on aura donc le tome 2 de Better Than the Movies de Lynn Painter qui s'appelle donc Nothing Like the Movies, où on va suivre à nouveau du coup les aventures de Wes et Liz, qui étaient donc nos deux protagonistes du tome 1. Donc là c'est vraiment pas un tome compagnon, c'est vraiment une suite, il faut vraiment avoir lu le tome 1 je pense. Dans le tome 1 du coup on va suivre Liz finalement qui est une jeune femme qui est passionnée de comédie romantique et qui a toujours la tête dans les nuages et surtout dans la musique de ses films préférés, puisqu'elle veut devenir du coup compositrice pour, enfin en tout cas on va dire, elle veut sélectionner voilà les bandes son pour les comédies romantiques. Pas très claire cette introduction, mais vous aurez compris je pense. Et elle va se mettre en tête qu'elle veut absolument aller à son bal de promo avec un certain garçon qui s'appelle Michael, qui vient juste de revenir en ville et qui était son crush d'enfance. Et elle va donc demander à Wes, qui est donc son voisin avec qui ils se sont jamais vraiment très bien entendus, de l'aider à parvenir à ses fins. Et du coup c'était très très mignon, c'était vraiment une très belle romance avec Wes qui est genre le méga green flag qu'on n'ait jamais vu. Et là écoutez, il y a le 2 qui sort en français, donc je suis hyper contente. J'avoue que j'étais très tentée pour l'acheter en anglais et continuer la série en anglais, mais franchement là il sort incessamment sous peu, donc je pense que je vais continuer la série en français et que je vous présenterai ça très bien. Comme vous aurez pu le constater pour les suites, je vous en dis pas trop parce que c'est un petit peu dommage à mon avis de vous spoiler les tomes 1, parce que bien souvent on suit des personnages qui ont survécu aux événements majeurs des premiers tomes, donc j'ai pas forcément envie de vous en raconter trop. Sachez juste que voilà, ça vous donne une petite idée. Si vous avez lu les tomes 1 par exemple, au moins vous avez les dates en tête, et puis si jamais c'est pas le cas, ça peut vous donner envie de découvrir de nouvelles séries. En parlant de nouvelles séries, du coup on va enchaîner avec les livres qui sont donc des nouveautés, puisque en février encore une fois on est assez gâtés, il y en a pas mal, donc j'ai très très hâte de vous montrer tout ça. Le premier, je pense que j'ai vraiment craqué honnêtement sur la couverture, et ensuite je me suis un petit peu plus intéressée à l'histoire. Il s'agit donc de L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp qui sortira aux éditions Hauteville. On va suivre du coup dans cette histoire Julia qui vit donc à Palerme, qui vient de Palerme pardon, et qui en fait a consacré toute son enfance à apprendre du coup la science finalement des plantes, et qui un jour va décider d'aller habiter à Rome et d'aider finalement toutes les femmes à s'en sortir et à se libérer du joug d'hommes toxiques, violents, etc. et tout, en leur fournissant des poisons. Et donc on se retrouve finalement dans cette Rome du XVIIe siècle, donc de la Renaissance, où on a finalement des hommes qui meurent, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Et derrière, on a cette Julia du coup. Jusqu'au jour où un pape arrive à Rome et décide finalement de faire le ménage, à la fois au niveau politique, mais à la fois au niveau de ces sorcières qui agissent dans l'ombre, et donc Julia est en danger comme jamais auparavant. Ça a l'air vraiment génial. Il y a un petit côté apparemment historique, puisque il semblerait que ça soit l'histoire de la première tueuse en série d'Italie, femme aussi. Donc ça a l'air assez cool. J'ai hâte de voir un peu comment ça va être tourné, parce que forcément il y a un aspect assez
éthique qui est quand même à toucher du doigt, puisqu'on à la fois on se dit bon, elle aide des femmes qui sont dans des situations terribles, en même temps bon, elle les aide quand même à tuer des gens. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir comment tout ça va être traité, et voir si finalement ça va être une histoire beaucoup plus autour de ce sujet-là, c'est-à-dire l'éthique de est-ce qu'elle fait le bien, est-ce qu'elle fait le mal, etc. Ou autour finalement des intrigues politiques avec le pape. À suivre. Ensuite sortira du coup le 7 février How to End a Love Story de Yulin Kwang. Alors je vous dirais que c'est plus le thème du livre qui m'intéresse, puisqu'on va suivre du coup Hélène, qui est donc une autrice à succès dont le film va être adapté au cinéma, et qui va devoir du coup faire équipe avec Grant, qui lui est du coup un scénariste à succès, mais qui malheureusement est un petit peu en manque d'argent, et donc ces deux-là vont devoir travailler ensemble, alors qu'apparemment ils ont un passif et qu'ils se détestent, donc ça a l'air plutôt cool. Après je vous cache pas que c'est un livre du coup, donc c'est une romance qui est parue aux États-Unis il y a déjà un moment et qui n'a vraiment pas fait l'unanimité, donc elle faisait partie du book club de Reese Witherspoon, alors forcément ça a fait du bruit. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était très cool, mais qu'au final il se passait pas grand chose et que c'était un peu longué. Et puis il y a des gens qui ont adoré, donc écoutez, peut-être que j'attendrai un peu les premiers avis des booktubeuses françaises pour voir un petit peu comment c'est apprécié ici en France. Mais en tout cas, je trouvais que le thème avait l'air plutôt cool et qu'il y avait un petit côté un peu de rom-comers du coup de Catherine Center, donc on verra si c'est aussi bien. Le prochain livre qui me fait trop envie, et franchement c'est paru aux éditions Corrigan, et ces temps-ci les éditions Corrigan et moi on est vraiment copains, ils sortent vraiment des livres que j'adore, donc écoutez, on va voir si c'est le cas aussi. Il s'agit du coup de La Couronne du Dragon, c'est le tome 1 du Royaume du Dragon, qui est écrit par Jay Bailey. Excusez-moi, j'ai mes notes et tout parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le résumé, parce qu'en fait moi j'avais complètement craqué juste sur la couverture que je trouvais trop cool, et au final le résumé avait l'air tout aussi bien, donc je vais essayer de vous le faire un peu en français parce que du coup je l'ai trouvé qu'en anglais. Donc il semblerait qu'on va suivre une jeune femme, qui est donc une jeune femme tout à fait lambda, une humaine, etc., qui vit dans notre monde, qui va finalement être enlevée par des rois dragons, parce que tous les 100 ans, ils doivent choisir une femme, et ils ont 100 jours pour le faire, si je comprends bien, sinon leur royaume perdra complètement leur magie. Et donc ils organisent une espèce de compétition. Franchement on adore, hein. Les compétitions pour choisir des femmes avec plein de nanas dedans, j'ai envie de dire, mais franchement le truc ultra archaïque et sexiste au possible. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en gros ils vont faire une espèce de compétition avec plein de nanas pour ensuite sélectionner la nana qui va devenir la reine finalement du royaume dragon. Par contre, ce qu'elle est un peu bizarre, c'est que c'est une reine, mais qu'apparemment il y a 4 rois. Donc soit c'est un harem inversé encore, comme Banded Thorn ou pas, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris cette partie-là, donc on verra bien ce que ça donne. Ou alors elle est juste promise à un des rois, enfin, c'est pas ultra clair. Mais voilà, en tout cas, ce que dit l'héroïne, c'est ils savaient pas qu'en me prenant moi, je vais tout faire pour gagner, mais qu'après je vais faire de leur vie un enfer. Donc je pense que ça risque d'être assez cocasse. Mais voilà, ça a l'air assez cool. C'est plutôt bien noté du coup dans la version anglophone, puisqu'il est à 4 sur 5 sur Goodreads, donc c'est plutôt bien, enfin c'est plutôt engageant, encourageant plutôt. Et puis bah on verra bien. J'ai envie de vous dire une romantasy de plus ou de moins dans ma liste, hein. On est plus à ça près. Ensuite, le 12 février sortira The Sword of Kaigen, qui est donc de M.L. Wang, qui sortira du coup aux éditions Calix. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé que l'édition était très jolie, donc une fois n'est pas coutume, mais il faut quand même le mentionner. Et ça a l'air super cool. Alors je vous dirais que ce livre m'a vraiment fait énormément envie, parce que je l'ai vu passer partout sur les chaînes américaines, et que pour le coup là tout le monde était unanime quant à dire que le livre était excellent. Je crois qu'il est ultra bien noté sur Goodreads, ça doit être un truc genre entre 4, 5 et 5 quoi, vraiment le truc qui pète tous les scores. Et ça a l'air assez chouette, et je pense aussi que ce qui fait du bien dans cette histoire-là, c'est que c'est une histoire qui va se passer du coup dans un espèce de Japon ancestral. Je saurais pas trop vous dire si c'est vraiment le Japon ancestral ou pas. Mais bon, ça m'étonnerait. Là, on est plutôt... donc, ce qu'il dit du résumé, c'est qu'on est au sommet d'une montagne, vivent les guerriers du coup les plus puissants du monde, des hommes capables de manier les lames de glace, et c'est eux finalement qui combattent les ennemis du royaume. Ils ont donc le nom d'épée de Kaigen, donc d'où le nom du livre. Et que là ce qui est expliqué, c'est lorsque les vents de la guerre commenceront à souffler, la famille Matsuda aura-t-elle la force de défendre les siens, ou ses membres s'entre-déchireront-ils avant même que les vrais ennemis n'atteignent leur côte. Donc c'est là où moi je pense que ça peut devenir ultra intéressant, c'est que peut-être qu'on va être vraiment dans un côté très comment dire, samouraï, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de luttes internes entre samouraïs, entre familles, au sein de la famille, etc. pour des guerres en fait finalement de pouvoir.
ou alors est-ce qu'on va vraiment être concentré sur l'histoire qui est donc cette famille contre les ennemis du royaume, donc ça a l'air plutôt cool. On va voir ce que ça va donner, je pense qu'en effet voilà, ça, j'espère qu'il y aura un peu des vibes à la série là que j'ai adorée qui s'appelait Shogun. Parce que bah voilà, en tout cas moi ça me parle comme ça, mais écoutez, à suivre. En tout cas je pense que c'est un livre qui peut vraiment être assez original et assez déroutant et voilà, qui va nous faire un petit peu voyager comparativement à ce qu'on lit d'habitude. En parlant de voyage, j'avais envie de vous mentionner un livre dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agit donc de What the River Knows de Isabelle Ibanez qui va sortir, Ibanez d'ailleurs, qui va sortir le 12 aussi février aux éditions Rajo, dans une édition qui est très très belle. Donc là on va suivre plutôt une histoire qui va se passer en Égypte, donc il y a grosse vibe la momie hein, comme je vous l'avais dit. Là on va suivre du coup une jeune femme, je vais vous redonner son nom parce que bon quand même la pauvre, Inès, qui est donc une jeune femme qui a très peu vu ses parents puisqu'elle vivait en Argentine, et que ceux-ci étaient sans arrêt, enfin ces derniers étaient sans arrêt finalement en Égypte en train de faire des fouilles archéologiques, jusqu'au jour où ses parents finalement disparaissent et qu'elle va recevoir une lettre de son oncle qui est là-bas et qui a l'habitude de travailler avec eux, qui va juste lui dire voilà, tes parents ont disparu, ils sont considérés comme morts, je t'envoie du coup un cadeau qu'ils t'avaient laissé, et dorénavant c'est moi finalement qui sera ton tuteur et qui gérera un peu ta vie. Alors elle, qui a passé toute sa vie justement à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur l'Égypte pour maintenir finalement un lien avec ses parents, se dit bah en fait chouchou ça va pas du tout se passer comme ça, donc elle va prendre un bateau pour aller au Caire, retrouver son oncle et lui dire bah en fait maintenant tu vas m'expliquer où sont mes parents, pourquoi ils ont disparu, qu'est-ce qui s'est passé, machin nanana. Alors lui autant vous dire qu'il est pas du tout content de l'avoir arrivé. Et donc il va essayer de la renvoyer illico presto en Argentine en lui collant un espèce de garde qui doit la faire s'évacuer, qui est donc finalement son assistant à lui. Et bah ça va pas être aussi facile que ça parce qu'il y a apparemment Inès quand elle a une idée en tête, et bah c'est pas si facile que ça de lui retirer. Donc c'était un livre que moi j'avais commencé à lire en anglais et que j'avais beaucoup aimé, et puis je sais pas, je pense que j'étais pas dans le mood et donc je l'ai laissé et je l'ai jamais repris. Et là comme il sort en français, bah, ça me fait trop envie. Je pense vraiment que c'est un livre qui peut avoir ce côté à la fois un peu magie, un peu historique et un peu romance. Et franchement ces temps-ci c'est exactement la vibe qui me fait envie. Donc celui-ci va rejoindre ma bibliothèque sous peu. Le 12 février également sortira The Bodyguard by Catherine Center, cette fois-ci en français. Donc c'est un livre que j'ai lu l'année dernière. C'est le premier livre que j'ai lu du coup de Catherine Center que j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement mignon comme histoire. On va suivre du coup une jeune femme qui est bodyguard et qui finalement va se faire larguer comme une vieille chaussette par son mec, qui va en plus lui sortir des trucs mais juste abominables. Et elle va se dire bon bah c'est pas grave, de toute façon moi ma vie c'est mon travail donc peu importe. Et c'est au moment où finalement elle se dit ça que son boss va lui dire bah voilà, il y a une nouvelle succursale à Londres de bodyguard qui va s'ouvrir, on cherche quelqu'un pour la diriger, mais en fait il faudra que l'un de vous ait vraiment on va dire une prestation exemplaire pour que justement, et m'impressionne, pour que je l'envoie là-bas. Et donc elle, trop excitée, elle se dit bon bah voilà, la prochaine prestation de ouf, je me mets dessus tout de suite, sauf que il s'avère qu'elle va devoir être le bodyguard, enfin la bodyguard, d'une ancienne star de cinéma hyper connue, sauf que elle, le show business, c'est pas du tout sa came. Donc elle se retrouve, bon gré mal gré, à devoir suivre à la trace comme un petit chien cette star immense de cinéma qui est donc un homme, et puis il va devoir même jusqu'à cohabiter avec lui pour le protéger parce qu'apparemment il fait il est finalement la victime de menaces, et voilà. Et donc je peux pas vous en dire plus, mais en gros va s'en suivre tout un tas d'événements. Elle va devoir aller carrément vivre chez lui, comprendre un peu son histoire, comprendre aussi pourquoi il a disparu finalement de tous les plateaux de cinéma du jour au lendemain. C'était trop mignon, j'ai adoré cette romance, j'ai adoré comment c'était écrit, j'ai adoré l'humour qu'on pouvait avoir dedans, j'ai bien aimé aussi parce que ça avait un petit côté un peu loufoque, un peu tiré par les cheveux mais c'est pas très grave. Et il y avait un côté aussi un peu ranch puisque finalement lui il vient d'une famille qui est assez standard, et donc on va apprendre aussi toute cette partie un peu familiale, donc franchement j'ai adoré. C'est un genre de... Vous voyez la série Chestnut Spring, c'est un peu comme ça.
avec un peu moins de smut et un petit peu plus drôle. Donc voilà, franchement si vous avez aimé, n'hésitez pas à foncer et j'espère que du coup ils vont traduire tous les autres de Catherine Center parce que moi c'est vraiment une autrice que j'ai adorée en 2024. Sortira le 13 février Un prince sans cœur de Ingrid Seymour, qui est un livre qui me fait aussi beaucoup envie, puisque c'est une espèce de réécriture de La Belle et la Bête, donc cette fois j'imagine un peu moins smutty que Bounded by Thorns, mais bon on sait jamais, parce que ça paraît quand même aux éditions Roncière. On va suivre du coup une jeune femme qui s'appelle Dany, qui vit dans un monde où les fées et les humains cohabitent. Dany c'est une guérisseuse humaine tout à fait sans histoire, et un jour où elle se rend en territoire de Fae, elle va être enlevée par les gardes du prince Khalil, puisque celui-ci en fait veut absolument faire appel à elle pour le guérir de sa malédiction, qui fait que tous les soirs il se transforme en bête. Donc vous comprendrez un peu le parallèle. Et donc il décide de demander à Dany de le suivre jusqu'au haut du mont brisé pour apparemment l'aider à briser la malédiction. Alors pourquoi, comment elle est censée elle briser la malédiction plutôt que les autres, on ne sait pas, mais écoutez ça a l'air assez cool. La couverture est sublimissime. Donc voilà, là pareil, je pense que j'attendrai quand même d'avoir les premiers retours parce que je trouve que le résumé pardon, nous en dit quand même assez peu et que j'espère que ça va pas juste voilà être franchement une histoire un peu étirée en longueur sur ces deux-là qui vont jusqu'au mont et en fait il se passe pas grand-chose. Donc j'attendrai d'avoir les avis des premières booktubeuses, mais en tout cas il a l'air plutôt sympa. Ensuite je vous présente 3 livres qui sortiront le 20 et le 26, qui sont des livres qui ne sont pas de la fantasy ou de la romance. C'est des livres un petit peu différents, mais qui me faisaient vraiment envie. Le premier a l'air vraiment très marrant, et ça s'appelle La fabuleuse telenovela de la vie ratée de Sophie D, de Céline Olinsky, qui paraîtra du coup aux éditions Charleston. Donc moi c'est la couverture qui m'a interpellée, parce qu'on voyait vraiment que c'était une couverture autour du Mexique, et que le Mexique c'est une de mes passions. Et donc là on va suivre pour le coup Sophie, qui est donc une jeune quarantenaire qui se retrouve seule, déprimée, sans emploi du jour au lendemain, alors que pourtant on avait l'impression que tout allait lui réussir dans la vie. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas au top de sa forme, notre chère petite Sophie. Et il s'avère que, on ne sait pas comment, elle va être repérée pour jouer un petit rôle dans une telenovela mexicaine. Donc la voici dans un avion direction le Mexique. Et c'est là-bas qu'elle va se rendre compte que peut-être qu'elle va reprendre un peu le contrôle de sa vie, ou qu'en tout cas elle va vivre des expériences qui vont lui faire le plus grand bien. Donc je pense que ça peut être très drôle, surtout que le contexte telenovela mexicaine, il y a vraiment moyen de se marrer parce que c'est quand même assez drama queen et compagnie, donc franchement ça a l'air trop mignon. Et je me dis c'est le genre de petit truc qui passe trop bien entre deux grosses fantaisies, donc celui-ci je pense quand même que je vais me le procurer, même si malheureusement encore une fois c'est un Charleston qui vient juste de sortir, du coup c'est un brochet à 19€, donc bon, c'est un petit peu dommage, mais écoutez, il a l'air cool. Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres booktubeuses qui étaient assez intéressées par ce titre, donc à mon avis, vous devriez le voir passer sur plusieurs chaînes. Ensuite, j'ai envie de lire un livre qui a l'air d'être une fresque historique absolument incroyable. Il s'agit du coup de Esclave de la liberté de Ildefonso Falcones, qui est donc l'auteur aussi qui avait écrit La cathédrale de la mer. Alors, La cathédrale de la mer, juste pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai eu dans ma bibliothèque pendant des années, et en fait c'était une pavasse, et ça avait l'air d'être des thèmes très durs, donc je m'étais jamais convaincue en fait finalement de commencer le livre, jusqu'au jour où il y a eu une adaptation en fait qui est sortie, et je vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'elle était sur Netflix, je ne sais pas si elle y est encore, qui s'appelle pareil, La cathédrale de la mer, qui était juste vraiment mais une mini-série mais tellement bien, enfin vraiment ça m'a rappelé, vous savez, les mini-séries adaptées des romans de Ken Follett, enfin vraiment le truc de fresque historique sur des dizaines d'années, avec plein de personnages, plein de rebondissements, des drames à gogo et tout, enfin c'était vraiment incroyable. Du coup j'avais grave regretté de ne pas avoir lu le bouquin. Et donc cette fois-ci, je ne me laisserai pas avoir, donc du coup j'ai bien envie de lire celle-ci qui s'appelle donc Esclave de la liberté, qui est donc parue aux éditions L'Archipel, qui me fait pour le coup encore plus envie parce que là on va suivre des personnages féminins, alors que dans La cathédrale de la mer, si je me souviens bien, c'était des personnages masculins. Et donc voilà, c'est ma petite préférence à moi. On va suivre du coup 2 femmes dans 2 époques différentes, mais qui sont réunies par une même famille finalement. La première en fait s'appelle Kaweka, c'est en 1856 à Cuba. Elle va finalement faire partie d'une traite d'esclaves, de 700 esclaves qui auront été finalement arrachés à leur terre d'Afrique pour être amenés à Cuba. Et donc Kaweka, à 11 ans, elle va rejoindre la plantation des Santa Doma.
Et très très vite on va se rendre compte qu'elle est un peu guérisseuse, un peu magicienne, etc. Et que potentiellement elle, ça va lui donner le courage de fomenter une rébellion envers le marquis pour qui elle travaille. Et de nos jours, du coup, à Madrid, on va suivre Lita, qui est donc une jeune métisse de 28 ans et qui travaille, qui est donc en fait la fille d'une femme qui a travaillé toute sa vie en tant qu'intendante pour la même famille Santa Doma, et qui va accepter un poste dans leur banque familiale, mais qui au fur et à mesure va gratter un petit peu parce qu'elle sent qu'il y a un énorme secret de famille autour de cette famille-là, et elle a envie de faire la lumière finalement sur les Santa Doma qui ne sont peut-être pas aussi incroyables que ce qu'il n'y paraît. Donc écoutez, je trouve que ça a l'air vraiment incroyable. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça soit hyper touchant et qu'on ait vraiment envie de se plonger dans cet univers absolument incroyable avec ces deux femmes-là. En plus, moi, la double temporalité dans les romans historiques, c'est le truc qui me convient hyper bien. Après, la seule chose que je vais voir, c'est est-ce que cet auteur va vraiment réussir à me transporter émotionnellement, parce que moi dans les fresques historiques c'est vraiment ça, il faut vraiment que je sois attachée au personnage. Si c'est juste des événements et tout, bah très vite je décroche. Donc franchement à suivre. Si vous avez déjà lu des livres de cet auteur, en tout cas n'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse. Le livre suivant sortira le 26 février, il s'agit de Le Cercle de Lady Tan, qui est donc de Lisa Si. Donc si vous ne connaissez pas Lisa Si, c'est une autrice, une très 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 grande autrice de romans historiques, notamment qui se passe plutôt autour de la Chine. Donc elle a écrit vraiment des romans qui sont extrêmement marquants. Je crois qu'il y en a un, c'était quelque chose avec Perle. Je vous mettrai une photo si je retrouve le livre, mais c'était des livres que je lisais beaucoup quand j'étais adolescente. Et franchement, c'est des livres magnifiques si vous voulez en savoir plus, notamment sur tout ce qui est Chine un peu plus ancestrale, avec les vieilles croyances, les vieilles pratiques, etc. et tout. Alors c'est assez dur, hein. Vraiment, c'est pas des livres qu'on lit en disant « Oh, j'ai bien envie de passer un bon petit moment sympathique et mignon », mais par contre, je trouve que c'est des livres qui sont assez importants, et que voilà, si vous vous intéressez vraiment à l'histoire, bah, c'est des choses qui peuvent vous donner un autre regard finalement sur la Chine, et notamment sur la condition des femmes à cette époque-là. Enfin, aux différentes époques où elle écrit, parce qu'elle écrit sur pas mal d'époques différentes. Donc voilà, donc Lisa Si c'est une très grande autrice, et donc là je me disais justement ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre d'elle, et il s'avère que le 26 février en français sortira ce nouveau livre là, qui a l'air assez intéressant puisqu'on va suivre du coup Tan Yunxian, je crois qu'elle s'appelle Yunxian, qui est donc une jeune femme finalement au XVe siècle en Chine, où on est vraiment sous la loi de Confucius qui t'explique qu'une femme qui a une utilité, ce n'est pas une bonne femme en fait. Qui, elle, malgré tout, va finalement être élevée par ses grands-parents, et sa grand-mère va vouloir qu'elle soit d'utilité, et qu'elle va donc lui enseigner l'art de soigner les femmes, puisque bah évidemment à cette époque-là on n'aimait pas trop toucher, enfin on pouvait pas toucher la femme. Encore moins quand celle-ci avait ses règles et ce genre de choses, etc. Et donc on avait les médecins qui soignaient vraiment plutôt les hommes, et on avait apparemment les sages-femmes qui s'occupaient un peu des femmes quand celles-ci avaient des enfants, mais le reste du temps on s'en foutait un peu quoi. Et donc cette jeune femme-là va devenir finalement une figure extrêmement importante de la médecine à cette époque-là. Donc c'est assez intéressant, moi j'ai hâte de voir justement où s'arrête la fiction, où commence aussi le roman. Parce que justement avec Lisa Si c'est toujours un peu border, et à chaque fois à la fin elle explique vraiment dans les remerciements, tout ça, fait dans les notes de l'auteur, tout ce qu'elle est allée chercher et tout comme contexte historique pour amener voilà une fondation hyper solide à ses romans. Donc je pense qu'il y a moyen que j'en apprenne encore beaucoup, et j'aime bien voilà cette idée justement un peu de femme qui va finalement aller à l'inverse, enfin à l'encontre en tout cas de ce qui est attendu d'elle à cette époque-là, et voir comment elle va s'en sortir en fait. C'est surtout ça qui est intéressant, parce que est-ce qu'elle va être rejetée? Est-ce qu'elle va du coup va pas pouvoir fonder de famille? Est-ce qu'elle a même envie d'en fonder une? Est-ce que elle va être traquée? Enfin, comment ça va se dérouler? Donc voilà, c'est assez intriguant en tout cas, même si je pense que c'est un livre qui est très très dur, donc on verra si j'ai le courage de me lancer.
Ensuite sortira du coup le 27 février Chasse nocturne d'Alexandra Christo. Alexandra Christo elle a sorti d'autres livres chez De Saxus, je vous dirais que comme ça je me souviens plus trop ce que c'était. Je regarde 2 minutes pour voir. Il me semble qu'il y avait quelque chose autour... Ouais c'était ça, le royaume, j'allais dire autour des sirènes, alors pas forcément mais ça s'appelle Le Royaume Assassiné. Elle a sorti aussi un autre livre qui s'appelle La Princesse des âmes, donc voilà, c'est pas son galop d'essai chez De Saxus. Et celui-ci je vous dirais que la couverture est incroyable, mais... Encore une fois, il sort aux éditions DS. Moi, comme je vous disais, c'est une partie des éditions de Saxus vers lesquelles je vais de moins en moins me tourner parce que je me rends compte que c'est des histoires qui me correspondent plus vraiment. Après, celui-ci avait l'air assez intéressant, donc je suis un petit peu entre deux eaux. Je trouve qu'en tout cas, l'histoire a l'air hyper originale. On suit Atia, qui est donc une néface, c'est-à-dire un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars, mais qui donc est la dernière de son espèce et doit se cacher. Et de l'autre côté, on va suivre l'histoire du coup de Silas, qui est donc un héros, c'est-à-dire c'est un messager des dieux. Mais en fait, les dieux, pour le transformer en héros, visiblement lui ont privé de toute humanité, de son passé, etc. Et donc, le jour où Athias va être découverte par les dieux, que les dieux vont lui retirer son pouvoir et s'attaquer à elle pour finalement vraiment finir de détruire sa dynastie, Silas va faire appel à elle en lui disant bah en fait je vais t'aider à ne pas te faire assassiner en gros, mais toi tu vas m'aider à retrouver mon humanité et comme ça tout le monde y gagne quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi ce que j'aime bien dans cette histoire c'est ce côté un peu... Je trouve que voilà, on retrouve beaucoup, de plus en plus dans les livres ces temps-ci, la présence des dieux, et je trouve ça hyper chouette en fait, c'est vraiment un thème moi qui me parle de ouf. Donc c'est pour ça que celui-ci me fait envie, mais comme je vous disais, j'ai un peu peur qu'on soit encore dans la partie très young adulte, et que bah on soit dans des romances qui vont trop vite, des intrigues qui sont un petit peu balayées facilement, qui sont un peu faciles, etc. Et puis des univers qui sont pas méga solides. Donc franchement, à voir. Je vais attendre de voir les premiers avis, parce que vraiment je trouve que l'histoire elle est originale, mais voilà, je suis pas très sûre. Ensuite sortira du coup un livre qui a l'air vraiment très cool qui s'appelle The North Wind, qui sortira aux éditions Chatterley et qui est donc d'Alexandria Warwick. Il semblerait du coup que c'est un tome 1 parce qu'il y aura du coup 4 tomes, mais que ce sont un peu des tomes compagnons. Donc alors après je sais pas si on peut pour autant les lire séparément, ça je peux pas vous dire. En tout cas on va suivre a priori à chaque fois un couple différent et des personnages différents, donc on verra, ça fera peut-être un petit peu comme les Carissa Brownband, c'est que en gros il faut quand même les avoir tous lus dans l'ordre. Mais c'est pas le même personnage qu'on suit pendant 4 tomes. Et là du coup on va suivre Ren de Edgewood, qui est donc apparemment une jeune femme qui vit dans un royaume où la glace et le froid prend de plus en plus le pas finalement sur le royaume et commence à détruire tout sur son passage. Et elle a perdu ses parents et elle s'occupe de sa sœur et elle essaye de les faire survivre tant bien que mal, jusqu'au jour où vraiment le royaume est en danger et que finalement il semblerait que la seule chose qui puisse permettre de faire s'arrêter le froid, c'est qu'une mortelle se lie à je crois que ça s'appelle l'ombre du vent, enfin une espèce d'immortel, c'est ça? Attendez, je vérifie que ça s'appelle bien comme ça. Non, au vent du nord, bah oui, Northwind. Il faudrait que du coup une mortelle se lie avec l'immortel vent du nord pour que cela puisse permettre à la magie de vraiment reprendre sa force et donc de faire face à ce froid glacial qui s'étend sur les terres. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Après c'est aux éditions Chatterley donc il y a moyen que ça soit genre ultra spicy, donc on verra bien, mais évidemment on se doute que notre petite Ren va essayer de se lier du coup à cet immortel là pour sauver son royaume et sa sœur. Après, est-ce que ça va être juste une histoire d'amour un petit peu contrariée ou est-ce qu'on va vraiment gratter dans un univers un peu plus solide? Bah c'est ce qu'on verra, mais en tout cas pour l'instant on en sait quand même assez peu sur l'univers qui englobe nos personnages. Et le dernier livre du coup de cette sélection, il s'agit d'un livre qui va sortir le 27 février, qui est donc Les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Donc Shannon Chakraborty c'est celle qui a écrit... Alors Chakraborty, ça s'écrit bien comme ça? Oui ça. C'est elle qui a écrit du coup La Cité de Laiton, donc qui vous savez est une série que j'aime beaucoup, qui est extrêmement riche, qui est extrêmement longue. Donc là j'ai encore le dernier tome à lire, mais vraiment c'est une série qui m'a beaucoup plu et c'est une série vraiment aux accents orientaux qui vous réchauffe en fait et qui fait du bien. Et là du coup elle a sorti ce livre qui est donc un livre de piraterie, donc ça a l'air assez cool. On va suivre du coup une jeune femme qui s'appelle
une femme qui s'appelle Amina, qui a passé donc toute sa vie en tant que capitaine d'un navire pirate et qui un jour a décidé de prendre une retraite bien méritée, mais alors que celle-ci se repose et commence enfin à apprécier sa nouvelle vie paisible, un ancien équipier vient la voir pour lui dire que sa fille a disparu et qu'il a besoin d'elle pour la récupérer. Elle va donc essayer de récupérer ses anciens coéquipiers et monter un peu cette troupe folle et partir à l'aventure pour rechercher cette jeune fille disparue. Mais il semblerait qu'au fur et à mesure que celle-ci remonte la trace des ravisseurs, l'histoire n'est peut-être pas celle qu'on lui a racontée. Donc écoutez, moi je trouvais que ça avait l'air trop cool. Franchement les bons livres de piraterie, c'est trop bien. Enfin, les bonnes fantasy ou romantasy de piraterie, c'est trop cool. Parce qu'en vrai, les livres de piraterie où il n'y a pas de romance, moi je pense que perso, je m'en fous. Mais là, typiquement, vous voyez, je trouve qu'il y a un côté un peu fable. J'avais beaucoup aimé ce livre, d'ailleurs, c'est une duologie. Je vous conseille si vous avez envie de lire des livres sur les pirates. C'était une jolie romance qui se passait sur fond comme ça de piraterie. Et là je pense qu'il y a un côté un peu comme ça, un peu found family, un peu cocasse. Je pense que ça, à mon avis il y a moyen que ça soit à la fois un peu drôle, un peu aventure et puis une forme d'amour, puisqu'il y a quand même cette recherche comme ça de cette jeune fille pour un coéquipier, donc il y a un peu cette amitié très forte, donc il y a moyen que ça soit assez sympa. Donc voilà, donc c'était tout du coup pour les 20 livres qui me font très envie en février. Comme vous en doutez, je ne vais pas acheter les 20 livres, sinon je pense que ça va être un petit peu compliqué pour mon compte en banque. Mais voilà, il y a quand même pas mal de bouquins qui me font envie, il y a pas mal de suites aussi de séries, donc on verra un petit peu comment tout ça va se passer. Je crois que j'ai oublié de vous mentionner un livre, là en voyant ma liste, je suis en train de me dire, j'ai oublié de vous mentionner que le 19 février dans les suites sortait Powerless du coup, dans la série Chestnut Spring, qui est donc un livre, vous savez c'est Chestnut Spring, c'est cette série qui se passe dans un ranch là avec une fratrie et à chaque fois on suit un frère différent. Dans le premier c'était un mec qui montait des taureaux, dans le 2 c'était un mec qui du coup s'occupe d'un ranch avec son fils et qui doit faire appel à une nounou pour l'aider à garder son fils. Et dans le 3, on va suivre un de leurs meilleurs amis qui est joueur de hockey professionnel et qui va visiblement aider une de ses amies d'enfance à échapper à un mariage auquel elle ne veut absolument pas participer au final. Donc voilà, donc ça sortira le 19 février, j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure je pense, donc c'est chose faite. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite du coup de passer de magnifiques lectures au mois de février. Si vous avez spoté des choses qui vous font envie, n'hésitez pas à me le partager, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!